Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne absolument et c'est le sujet du haut potentiel intellectuel. Donc, on va voir à travers cette vidéo qu'est-ce que le haut potentiel intellectuel et par quoi il se définit, donc comment se définit haut potentiel intellectuel. Et j'ai du coup guidé mes recherches aussi avec ce magazine sur le haut potentiel intellectuel, donc qui était le numéro 3 de Objectif Bonheur. Donc c'était un magazine entièrement sur le potentiel, je trouve qu'il était extrêmement bien résumé et hyper important d'avoir chez soi. Donc la vidéo parlera de ce qui se trouve un petit peu à l'intérieur, plus mes recherches. C'est parti! Qu'est-ce que c'est être HPI? Donc HPI, c'est l'abréviation de haut potentiel intellectuel et je vais vous donner la définition qui peut se trouver sur internet et que tout le monde, on va dire, a plus ou moins entendu pour déjà voir ce qu'on en pense. Le terme surdoué désigne un individu doté de capacités intelligentes significativement supérieures à la norme. Tout au long de l'histoire du haut potentiel intellectuel, les gens ont associé ce haut potentiel intellectuel au fait d'avoir 10 sur 10 en classe, au fait de réussir, d'être vraiment le cerveau de la classe, mais il s'avère que c'est faux, puisqu'il y a plusieurs intelligences qui prouvent que on peut être très bon dans une matière et moins bon dans une autre, et que les hauts potentiels intellectuels, les HPI, n'ont pas forcément une réussite globale de toutes les matières. Vous savez, c'est souvent un peu l'intello de la classe ou... Non, c'est pas forcément vrai. Donc ça a été découvert, bon, il y a un petit moment de cela, mais tout au long de l'historique des HPI, on a souvent... Même moi, à l'époque, je pensais vraiment que les HPI, c'était des personnes qui avaient tout le temps 20 sur 20. Et comme c'est mon cas, je me disais que bah non, je ne pouvais pas forcément avoir un haut potentiel puisque j'étais, on va dire, moyenne. Donc en général, les HPI sont soit moyens, soit même en échec scolaire. Moi, j'étais quand même plutôt en échec scolaire, sans pour autant avoir une moyenne catastrophique, mais j'avais toujours dans les 10, c'était quand même difficile. Bon, évidemment, moi j'avais d'autres soucis à côté, mais voilà, il faut pas croire que j'étais très bonne dans des matières et dans d'autres j'étais moins bonne. Évidemment, il y a plusieurs autres facteurs qui expliquent ça, mais en général, on peut remarquer qu'il y a plusieurs intelligences et avoir 20 sur 20 partout et avoir une mémoire exceptionnelle, par exemple, on te donne quelque chose à lire, tu es capable de le réitérer, tout ça, tu es capable de le réciter, ce n'est pas forcément... C'est une capacité du cerveau, mais pour moi, d'ailleurs, ça ne veut pas dire que la personne est forcément intelligente. Donc on va voir qu'il y a plusieurs intelligences différentes par rapport aux individus, et moi je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Et c'est vrai qu'on avait tendance à croire notamment que les gens qui avaient 20 sur 20, ils avaient un QI très élevé. C'était aussi le problème du QI en fait. Plus tu as le QI élevé, plus tu es intelligent, et il s'avère que c'est une capacité, mais ce n'est pas pour moi la plus intelligente. Et on voit souvent des gens qui, par exemple, avaient une super bonne mémoire ou 20 sur 20 et finalement qui ne paraissaient pas du tout intelligents ou, par exemple, n'étaient pas du tout critiques. Un exemple sur la société, je pense que moi, c'est une grande intelligence d'être critique de la société dans le monde dans lequel on vit, et aussi d'être critique par rapport à tout ce qu'on nous donne, que ce soit... toutes les lois, voilà, ou par exemple, quelque chose de plus simple, tout ce qu'on mange par exemple. Et c'est vrai que moi j'ai vu des personnes qui avaient un haut potentiel, un haut QI, et c'est vrai que je les trouvais totalement banales et sans grande intelligence. Donc c'est vrai que voilà, ça ne veut pas... En fait, le fait de retenir, on associe ça souvent à l'intelligence. Non, c'est une capacité du cerveau. C'est juste qu'on a une super bonne mémoire. Du coup, le QI monte. Donc en fait, par rapport au test de QI, c'est pour ça que ça a été extrêmement faussé, parce qu'il faut savoir une chose. La mémoire, ça se travaille. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Alors il y en a, ils l'ont inné, c'est-à-dire que naturellement, ils ont une très très bonne mémoire et ils vont avoir un QI, donc un test de QI qui va être très haut. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Donc c'est possible de le travailler et finalement d'aller passer le test et d'avoir finalement le QI qui monte. Donc pour moi, c'est pas l'intelligence innée comme un enfant par exemple qui arrive à parler tout seul.
dès sa naissance, enfin quand il est jeune, ou alors qui se met à écrire tout seul sans qu'on lui ait forcément appris. Ça, à l'époque, ils appelaient les enfants gifted, donc les enfants qui avaient comme un cadeau, un don en fait. Et c'était vraiment des enfants à part puisque on leur avait jamais rien appris et ils arrivaient tout seuls déjà à parler, à avoir un vocabulaire quand même exceptionnel. Donc du coup maintenant je vais vous citer toutes les intelligences et après on verra la suite. Donc la première des intelligences que tout le monde connaît et c'est ce dont je parlais, c'est l'intelligence logico-mathématique. Donc là ça va être tout ce qui est raisonnement, calcul et résoudre des problèmes. Donc ça c'est un peu, on va dire un peu l'intello de la classe, celui qui sait résoudre tous les problèmes et surtout qui arrive... on lui donne une formule, il arrive à la répéter, à la retenir, c'est très simple, il n'a pas besoin de réviser des tonnes. Et donc, en effet, il va aussi beaucoup s'ennuyer. Voilà. Donc ça, c'est une des premières et je pense que c'est une des que tout le monde, on va dire, connaît et qui est quand même simple. Donc la deuxième intelligence, c'est l'intelligence visuelle et spatiale. Donc ça va être tous ceux qui sont bons en géométrie. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup entendu aussi que ça dépendait par rapport aux hommes et aux femmes, que les femmes étaient beaucoup moins bonnes en géométrie, notamment d'ailleurs aussi en maths. Moi, je ne suis pas convaincue de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette théorie. Enfin bon, voilà, pour dire que c'est être bon en géométrie, mais aussi avoir un très bon sens de l'orientation. Donc, moi, ce que je parle, là, quand je parle des intelligences, je ne parle pas de choses, par exemple, on va me dire, j'ai un bon sens de l'orientation. Oui, là, on parle de capacité décuplée. C'est-à-dire qu'on a un excellent, un sens de l'orientation quand même supérieur à la norme, puisqu'on parle d'intelligence quand même supérieure. Donc là, ça fait partie, par exemple, moi, j'ai un très bon sens d'orientation, pareil, je me perds jamais. Je pense que c'est impossible que je me perde, je me suis jamais perdue de ma vie. Je reconnais toujours où je suis passée, donc j'ai quand même, on va dire, un très très bon sens de l'orientation. Bien sûr, tout le monde peut en avoir, bon, ça ne veut pas dire qu'on est HPI pour autant, mais c'est plusieurs briques comme ça qui font suite. Donc la troisième, c'est l'intelligence corporelle kinesthésique. Donc c'est la capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps pour s'exprimer dans la vie. Donc moi je pense beaucoup aux danseurs qui expriment, c'est une façon d'exprimer ce qu'on pense à travers la danse. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, en tout cas ça fait partie d'une intelligence, on peut, on va dire, mettre plusieurs exemples dans cette catégorie-là. Donc la quatrième, c'est l'intelligence linguistique, donc c'est la capacité à utiliser des mots à l'oral ou à l'écrit pour s'exprimer. Donc là c'est plutôt, on va dire, les gens qui sont, enfin pour les HPI qui sont extrêmement bons en langue. Alors ça peut être aussi la langue française, le fait de savoir extrêmement bien parler aussi. Mais là, on parle plutôt d'être développé dans les langues, savoir apprendre une langue très facilement, être très bon en anglais par exemple. Donc voilà, ça va être tout ce qui est linguistique, apprendre une langue différente et on va dire avoir la capacité de savoir à quoi ça correspond rapidement, même si ce n'est pas notre langue. Donc la cinquième intelligence, c'est l'intelligence musicale et auditive. Donc c'est une intelligence que tout le monde connaît, ça c'est la musique, avoir le sens du rythme, savoir composer, savoir produire, savoir, on va dire, jouer correctement. Tout de suite ça vient, par rapport à la voix c'est pareil en fait, comment dire, quand on chante, tout de suite on sait quand on fait des erreurs et on arrive naturellement à avoir la voix qui est bien positionnée parce que justement on a cette intelligence naturelle comme ça, musicale, qui fait que on arrive à savoir quand on fait faux. Donc moi je pense l'avoir quand même aussi parce que j'ai une voix quand même qui chante très juste et je pense que c'est dû à ça aussi, elle se positionne comme il faut. Après la voix, il faut savoir c'est quelque chose qui se travaille. Mais en fait on parle de voix innée, c'est-à-dire qu'à la base, quand tu n'as jamais chanté et que tu essaies de chanter, bah, tu te rends compte que tu arrives quand même bien, tu as le sens du, voilà c'est ça, c'est le sens du rythme, tu arrives bien à suivre la musique, tu fais pas vraiment de fausses notes. Alors bien sûr, la voix, ça se travaille, on peut toujours faire des erreurs, mais déjà tu les vois et tu arrives... Voilà, la voix en général, tu chantes pas faux. Voilà, on va dire ça, mais ça c'est pareil, c'est une partie d'intelligence du fait qu'on arrive bien à capter et à se positionner où il faut. La sixième intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle, donc c'est une intelligence qu'on a de soi-même, de ses forces, de ses faiblesses et de ses objectifs. Et ça c'est quelque chose, je trouve, de très important parce que la plupart des gens n'arrivent pas forcément
comprendre vraiment leur fonctionnement, leurs forces, leurs faiblesses. Et ça, c'est vraiment comme une introspection de soi. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est savoir en fait reconnaître ses forces, ses faiblesses, savoir dans ce qu'il faudrait forcément faire et ce qu'on a déjà réussi ou pas. Et en fait, on en fait rapidement des conclusions, plus rapidement peut-être que la moyenne, et qui fait que on arrive quand même bien à gérer et à savoir dans quel domaine on peut forcément aller. Bon, évidemment, il y a d'autres facteurs, comme je dis. C'est vraiment là ce qui en est dit. Donc la 7e, c'est l'intelligence interpersonnelle. Donc c'est la capacité à comprendre les autres, à interagir avec eux et à aussi avoir de l'empathie. Donc c'est une empathie, ouais, c'est un peu l'empathie un peu démesurée où on va comprendre les autres, on va... j'ai envie de dire, des fois, on va aussi avoir de la sagesse se disant la personne vit ça, moi je peux le vivre aussi, donc je me comporte comme il faut. Voilà, c'est une des intelligences par rapport aussi au domaine social, comment on se comporte avec les autres, comment on réagit, qu'est-ce que la douleur de l'autre nous fait. Et donc ça peut être pareil, une capacité qui est un peu démesurée comparée à la norme, aux personnes de la norme. Voilà. D'où l'intelligence, le HPI. Donc la 8e, c'est l'intelligence naturaliste. Donc là, c'est la capacité à reconnaître la faune et la flore et aussi à être sensibilisé par tout ce qui est l'environnement et le vivant. Donc ça peut être les animaux, tout ça, et le minéral aussi. Donc c'est des personnes qui reconnaissent très très facilement tout ce qui est les animaux, tout ce qui est la faune, tout ce qui est la flore, et qui ont vraiment une grande passion à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est une des intelligences aussi, c'est-à-dire que les personnes qui sont extrêmement comme ça peuvent être des personnes qui sont à haut potentiel. Parce que pour la science, c'est une intelligence parmi tant d'autres, mais qui, on va dire, qui prouve que voilà, c'est pas comme la norme. Et donc la dernière et la 8e, c'est l'intelligence spirituelle et existentialiste, qui pour moi est la plus importante. Donc c'est la capacité de vivre selon ses objectifs. Et surtout, c'est aussi avoir beaucoup de sagesse, voilà, à un certain âge, c'est-à-dire qu'on peut être très jeune et avoir beaucoup de sagesse. Et en fait, selon la science, et d'ailleurs selon moi aussi, c'est une grande preuve d'intelligence. Il n'y a pas besoin d'avoir par exemple 80 ans pour avoir de la sagesse. On est déjà sage, on a déjà cette sagesse, cette intelligence, parce que pour moi, la sagesse, c'est l'intelligence. Donc ça, c'est vraiment ce qui me définit au niveau de l'intelligence. Et par rapport à l'existentialité, la question à se poser, quand on est par exemple enfant et haut potentiel, c'est vraiment pourquoi on existe. Je pense que c'est la question pour moi qui est, selon moi, une des plus intéressantes et importantes, parce que vraiment se poser la question pourquoi on vit, pourquoi je suis là, pourquoi je mange, pourquoi j'ai un corps humain. C'est une question de l'existence, pourquoi j'existe. Et je trouve que c'est vraiment la plus importante. Et voilà. Et c'est l'intelligence qui me caractérise le plus. Donc voilà. Donc petit tips pour les HPI. Donc le cerveau droit, en général, il travaille en collaboration avec le cerveau gauche. Donc le cerveau gauche qui est créatif. Non. Donc je rappelle, le cerveau droit qui est l'intuition et la créativité, et le cerveau gauche qui est plutôt la logique, le raisonnement. Donc là, j'aimerais vous citer quelques phrases en fait communes aux HPI, c'est-à-dire ce qui rassemble les HPI et ce qui fait que nous sommes différents. Donc voilà, si les personnes se voient dans ça, mais je vais essayer de... Évidemment, il y en a plein, mais il y en a, je trouve quand même des très importantes qui font que quand tu as ce trait, tu peux vraiment te dire « ouais, là, il y a peut-être quelque chose ». Donc la première, c'est je suis curieux de tout, j'aime tout apprendre. Donc ouais, la particularité des hauts potentiels, c'est déjà, la première chose, c'est d'être extrêmement curieux. Et à part la curiosité, parce que évidemment tout le monde peut être curieux, c'est d'être curieux de tout. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pas s'intéresser à une seule chose, qu'aux animaux, qu'aux plantes, mais on va s'intéresser à tout. On veut tout savoir, on veut tout connaître, on veut connaître la biologie, la physique, la médecine, les animaux, enfin voilà, on est vraiment ouvert sur tout et on a un besoin de tout comprendre. Et si par exemple, à un moment donné, on veut par exemple comprendre tout, par exemple sur la faune et la flore,
L'année suivante, ça va être sur autre chose, ça va être sur la physique, la médecine. Le deuxième point, c'est je suis instable dans mes choix d'activité, j'en change tout le temps. Donc en fait ça relie, je trouve, un peu le premier point qui est de dire qu'on est intéressé partout. Et le gros problème quand on est intéressé partout, c'est qu'on change tout le temps. Parce que chaque année, on a un besoin d'apprendre quelque chose de nouveau et on ne peut pas se tenir à, par exemple, à apprendre que sur l'environnement ou que sur la médecine. On a besoin sans arrêt de changer et c'est ça qui est très difficile quand on a un parcours parce que justement, on a ce besoin une année d'apprendre ça, l'autre année de prendre ça. Donc on tient jamais, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, mais bon, après, quand on est à la fac, plein de gens changent, mais quand on est vraiment HPI, je pense que tous les HPI, ils changent tout le temps. Vous faites une licence ou la moitié d'une licence parce que ça vous plaît, puis après vous vous dites non, j'aurais dû faire celle-là, et puis moi si j'avais pu, j'aurais changé tous les ans. Tous les ans, j'aurais fait quelque chose de nouveau, c'est un besoin du cerveau et c'est pour ça qu'on parle de haut potentiel parce que c'est pas moi qui fais des caprices, on a beaucoup tendance à croire ça. Mais c'est un besoin du cerveau. Le cerveau a besoin d'apprendre une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, cinq choses. Et il a besoin de tout connaître, il a besoin de changer sans arrêt de sujet. Et c'est pas facilement gérable, c'est très intéressant, mais c'est difficile parce que dans la société actuelle, on ne peut pas changer comme ça, claquer des doigts et prendre une licence, prendre une autre. Et ça, c'est difficile. Donc la troisième idée, c'est je n'aime pas la routine, j'ai besoin de changer. Donc ça, c'est pareil, je trouve que ça relie extrêmement les deux points que j'ai cités. On a besoin tout le temps de quelque chose de nouveau. Par exemple, je parlais par rapport aux voyages. Les voyages, on en a besoin parce que les voyages nourrissent notre cerveau. Et si on ne voyage pas, on finit en dépression, clairement. C'est un besoin visuellement de voir autre chose. Le cerveau a besoin de se concentrer sur autre chose et ça a besoin de défiler dans la tête. Donc si en une année, il n'y a pas ça, et ben c'est des dépressions, voilà, ça peut faire des crises. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, comment dire, c'est quelque chose qui est obligé. C'est notre cerveau qui a besoin de ça. Comme le carburant, comme le fait qu'on mange tous les jours, ben, le cerveau a besoin de ce carburant-là. Voilà. Il faut savoir que les voyages, ça coûte très cher, donc c'est pas très facile. Mais on a un besoin de jamais être dans la routine, ou alors pareil, de toujours changer d'endroit où on vit. On a ce besoin constant de changer sans arrêt. On ne peut pas vivre au même endroit, il faut qu'on aille dans un endroit, dans un autre, une autre année. Voilà, c'est exactement comme les voyages. C'est-à-dire que le cerveau a besoin d'analyser autre chose. La vision a besoin d'analyser autre chose. Donc le quatrième point, c'est j'ai un grand besoin de comprendre pourquoi je fais les choses. Donc ça, voilà, ça rajoute encore. Je trouve que c'est similaire aussi aux autres points. Évidemment, un haut potentiel a besoin de savoir exactement pourquoi il fait les choses. Je pense que pour les mères qui ont des enfants au potentiel, ça va être pourquoi la mer est bleue, pourquoi il y a du vent, pourquoi les arbres sont verts, pourquoi le ciel est bleu. Et c'est pourquoi on a besoin de réponses concrètes. Pas de dire c'est comme ça ou de... Non. Il faut chercher une réponse concrète, une réponse qui est compliquée à comprendre pour soit l'enfant, soit l'adulte. Mais on a besoin de cette difficulté, de cette définition complexe. Même si on ne la comprend pas, c'est pas grave. Notre cerveau, on va dire, aime tout ce qui est compliqué et on a besoin de cette définition qu'on va peut-être même pas forcément comprendre, mais c'est pas grave, on a besoin du pourquoi comment. Donc on a besoin de savoir dès qu'on fait une chose pourquoi on le fait. Donc le cinquième point, c'est mon agenda est chargé, j'ai besoin de faire beaucoup de choses. Donc ça relie encore les autres points. Le besoin de faire tout le temps des choses, de ne pas rester à rien faire. Je pense que c'est un besoin aussi d'apprentissage et d'avoir toujours un moyen de continuellement d'apprendre. Donc on a forcément un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Et même si on a, par exemple, même si on n'a pas forcément beaucoup de cours, j'imagine, je parle par exemple de l'université, on va naturellement, sans mettre, se charger l'emploi du temps. Et des fois, oui, ça peut être très difficile parce que ça nous rend dans des situations où on ne se repose jamais, où on est H24 en productivité. Et même le fait de se reposer un petit peu, on va culpabiliser, de se dire non, mais là j'aurais pu faire quelque chose et je ne l'ai pas fait. Et souvent, ça conduit à être malade, à être en déprime. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai fait. Donc des déprimes parce que sans arrêt, on pousse et il faut savoir que le cerveau, il faut qu'il se repose. Voilà. Donc la 6. Le point numéro 6, c'est la question existentielle, le besoin de savoir pourquoi la mort et le sens de la vie. Alors ça, c'est très important. J'en ai parlé en 8e, enfin c'est la 8e intelligence. Donc
en général, on a ces questions qui reviennent souvent, et notamment quand on est au potentiel, quand on est enfant. Voilà. Moi, j'étais enfant et je passais ma vie à me demander pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, pourquoi la mort. Mais vraiment, c'est des questions, c'est pas des petites questions comme ça, c'est des questions profondes où on a besoin vraiment d'une réponse qu'on essaie de trouver. Ou alors après on va demander, mais on a besoin de savoir pourquoi. Et je pense que, pour moi, c'est celle la plus importante. Pourquoi on est né? Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi j'ai cette tête? Pourquoi on m'a donné ce nom? Et pourquoi sans arrêt, où il faut des réponses. Donc le 7e point, c'est j'ai l'impression que les autres sont lents. Donc ça, c'est quelque chose que on peut vraiment observer chez les hauts potentiels. On trouve que tout le monde est lent. Alors, on parle beaucoup aussi de l'école. On va dire que les autres élèves, on les trouve lents. La professeure, on la trouve lente. Comme on comprend plus rapidement que les autres, ils sont lents. Et moi, je dirais aussi, pour les HPI adultes, que c'est dans la vie de tous les jours. Rien qu'aller faire ses courses, moi, je trouve que les gens sont lents et c'est terrible dans sa tête. C'est très très dur à gérer parce que nous, on a le cerveau qui marche mais 10 fois plus vite, comme un ordinateur. Et on ne comprend pas pourquoi les gens ils mettent 10 ans à faire ça. Mais je pense que c'est surtout aussi au niveau de la compréhension. Les gens mettent du temps à comprendre. Et nous, les HPI, on comprend très rapidement. Même si des fois, on n'a pas les termes, mais on va naturellement comprendre et aller dans la bonne direction. Alors que les gens vont mettre beaucoup plus de temps dans la norme, ce qui est, on va dire, la norme. Voilà, c'est juste que nous, on a beaucoup de mal. Le 8e point, c'est je m'exprime parfaitement avec justesse. Mon niveau de langue est élevé. Donc ça, c'est un point commun de tous les HPI, je pense. Notamment aussi quand on est enfant. Quand on est enfant, les hauts potentiels s'expriment parfaitement bien en langue française et ont des capacités. Moi, c'est pareil, j'ai eu ces capacités quand j'étais toute petite, où j'arrivais extrêmement bien à m'exprimer en français sans qu'on m'apprenne forcément à parler. Et je savais aussi comprendre ce que disaient les adultes. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté les adultes quand j'étais toute petite. Et je comprenais qu'il y avait un problème. Alors évidemment, je ne comprenais pas toujours les pourquoi et les comment. Mais je savais qu'il y avait un problème. J'arrivais vraiment à comprendre la langue française et à parler extrêmement bien. Donc le 9e point, c'est je suis exigeante et je n'aime pas faire les choses à moitié. Donc ça, c'est un point aussi commun des hauts potentiels, qu'on se donne à 100% dans tout ce qu'on fait et que évidemment, on n'aime jamais faire les choses à moitié. Et c'est très important pour nous de pouvoir les faire à 100%. Et nous sommes aussi extrêmement exigeants dans tous nos choix de vie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à accepter. En fait, quand vous avez une intelligence comme ça, vous comprenez tout. Il y a beaucoup de choses que vous n'acceptez pas, que les gens de la norme acceptent parce que justement, ils n'ont pas cette intelligence. Après, des exemples, ils peuvent être variés, mais si on peut prendre un petit exemple banal sur la nourriture, par exemple, le haut potentiel, naturellement, va chercher exactement ce qu'il y a dans ce qu'il va acheter, il va savoir ce qui est bien ou bon pour son corps et donc il va être extrêmement exigeant et il va pas dire oui je prends ci, je prends ça, je ne me pose pas de questions. Évidemment je dis pas que les gens dans la norme ne se posent aucune question, je dis juste que c'est un trait du haut potentiel et que nous c'est extrême, on va vraiment, moi en tout cas c'est ce que je fais, regarder derrière la boîte de céréales pour se dire est-ce que c'est bon, est-ce que ça, qu'est-ce que c'est ça? De toujours se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que la plupart des gens dans la norme ne se posent pas ces questions. Alors après, oui, c'est une question de temps ou pas, mais même si nous, on n'a pas le temps, ça va nous rendre un peu malades. On va avoir ce besoin de se dire, non, moi, qu'est-ce que je mets dans mon corps? Voilà. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toujours l'intelligence, la compréhension, et le besoin de comprendre sans arrêt ce qui se passe. Le 10e point, c'est je n'aime pas attendre quand les choses n'avancent pas. Donc ça, c'est pareil, je trouve que c'est très similaire à ce que j'ai énoncé juste avant. Le fait de ne pas aimer attendre, de vouloir que tout arrive vite. Et surtout quand les choses ne se font pas, on n'a pas beaucoup de patience. Moi, je pense que j'ai difficilement de la patience, étant donné que on a un cerveau qui marche très vite et donc on a besoin de sans arrêt que les choses en fait se fassent rapidement et on a du mal à simplement attendre et passer. Donc le 11e point, c'est je ressens fortement mes émotions et celles des autres. Donc ça c'est pareil, c'est un point très important et le fait que on ressent beaucoup nos émotions et notamment j'aimerais parler par rapport à l'injustice. Ça c'est quelque chose que beaucoup de HPI ressentent. On est
on a beaucoup de mal face à l'injustice. Mais quand je parle d'injustice, je ne suis pas en train de parler forcément de l'injustice des animaux, mais notre propre injustice. Quand par exemple, il y a quelque chose qui nous arrive qui est injuste, il y a des gens qui passeraient, la plupart des gens vont nous dire, mais passer, tout ça. Mais quand tu es HPI, tu as beaucoup de mal. Tu es une personne, en général, qui ne supporte pas l'injustice, et notamment la tienne. Après, ça peut être aussi celle des autres, bien évidemment. Donc on a du mal à supporter tout ça. Et aussi on a une capacité à ressentir fortement les émotions des autres, de savoir comment ils se sentent. Si ça va pas, je pense qu'on va être capable de le ressentir, moi c'est mon cas. Et de se dire voilà, non, la personne elle a pas envie, la personne elle se sent pas bien. Voilà, on peut même réussir à capter, on va dire presque ce qu'ils pensent. Donc ouais, ça va, on va dire notre intelligence et notre niveau de capacité comme ça est très très élevé. Et le deuxième point, c'est mon cerveau est en ébullition permanente, j'ai l'impression qu'il ne se repose jamais. Donc ça c'est pareil, c'est un problème au niveau de ce que j'ai énuméré avant, le fait que on a tout le temps besoin de faire quelque chose. Donc les cerveaux ne se reposent jamais, on a besoin d'être productif, on a besoin d'avancer constamment et quand on s'arrête et qu'on ne fait rien, on a l'impression qu'on perd notre temps, mais vraiment extrêmement, beaucoup plus que les gens. Donc à ce niveau-là, c'est difficilement gérable et notamment au niveau de la nuit où vraiment arrivent tous on va dire les sujets importants auxquels on se rappelle, auxquels on a envie de parler, tout ça. Donc c'est vrai que ça peut nous empêcher, ça peut nous faire des insomnies et c'est assez difficilement gérable. Donc voilà, le fait que le cerveau se repose jamais, c'est comme une batterie, comme un ordinateur qui charge sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, il ne s'arrête jamais. Au niveau de la parole, c'est pareil, on peut se mettre des fois à pas du tout parler, mais des fois à se mettre à parler sur des sujets et à ne plus en terminer. Et notamment aussi quand on est dans l'injustice, comme je parlais juste avant, on peut en débattre et ne pas arriver à lâcher prise parce que voilà, on a beaucoup de mal à supporter l'injustice. Donc les points sont finis et je vais juste énumérer les points principaux en fait du haut potentiel que vous pouvez trouver sur internet. Quand on est neuroatypique et donc HPI, les premières choses en fait en lien avec, ça va être l'hypersensibilité émotionnelle, le fait qu'on soit hypersensible, le fait qu'on ait du mal à supporter la malhonnêteté, donc l'injustice comme je parlais juste avant, et d'autres choses. Ensuite, c'est l'indépendance d'esprit. Donc ça, c'est le fait pareil d'être critique et notamment critique de la société, par exemple, ou critique de la nourriture, critique de ce qu'on met dans notre corps, critique de ce qu'on met sur notre peau. Mais extrêmement critique, c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir pourquoi on met ça, Et critique de la société, c'est pareil, pourquoi la société, ce qu'on y pense. Donc voilà, on est comme notre point en fait, c'est-à-dire qu'on se fait confiance à soi, on a beaucoup du mal à croire ce qu'on dit. Par exemple, si une personne est très connue et va dire que la nourriture tant est bonne, bon, on va être très critique à se dire non, elle pense ça, mais d'où elle le tient. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, assez pratique chez nous aussi. Donc on se fie à nous, on se fie à nos expériences et on a du mal à justement aveuglément faire confiance à une personne juste parce que plein de personnes la suivent. Ensuite, l'autre point, c'est le perfectionnisme et la créativité. Alors le perfectionnisme, ça en fait partie extrêmement. Je pense que tous les HPI sont très perfectionnistes, on aime que tout soit rangé, notamment aussi dans notre emploi du temps. On aime tout faire comme il faut et aussi on est très intransigeant. Je pense que les personnes naturellement intelligentes sont très intransigeantes. Et après oui, on est très très créatif, bien sûr, ça fait partie des intelligences, de la créativité, ce qui soit musicale ou même de la danse, tout ça. Mais on est des personnes très très créatives, on a beaucoup de créativité, on est capable même d'inventer des histoires, tout ça c'est quelque chose qui marche beaucoup. Après on a tous nos capacités plus ou moins accrues, il y en a qui peuvent être moins bons, mais on a quand même ce trait en commun de créativité et de perfectionnisme. Ensuite le dernier que je trouve qui est aussi très très important et très révélateur du haut potentiel, c'est le vécu de décalage, le fait de se sentir complètement décalé vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la société. On a l'impression qu'on a été mis là et qu'on n'aurait pas dû. On a l'impression qu'on est face à des gens qui ont comme des murs et qui sont incapables de comprendre ce que nous on comprend, mais surtout de comprendre avec une vitesse comme nous.
Et c'est vrai que c'est très difficile et on le vit comme ça en décalage, où on n'a pas du tout les mêmes idées et voilà, c'est pas facile, mais il y a vraiment comme si on était un inconnu posé dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et du coup, on va vraiment se dire, c'est pour ça qu'on a aussi cette intelligence de croire nos propres trucs, parce que justement, nous, on vérifie tout. En fait, on a besoin de tout vérifier, mais on a aussi besoin de tout savoir. On a besoin de tout savoir. Et moi, je voudrais même dire que c'est limite, enfin, oui, c'est bizarre, mais c'est même difficile d'arriver par exemple au médecin, puisque quand tu es au potentiel, tu veux tout savoir. Tu vas au dentiste, tu vas lui dire pourquoi vous me faites ça. Et il va falloir qu'il te réponde. Pourquoi ça? Moi, c'est vraiment presque une honte de ne pas savoir. Alors on va me dire, mais tu peux pas faire médecin, dentiste, biologiste, physicien. Bah justement, les hauts potentiels, c'est ce qu'ils aimeraient être. Ils aimeraient avoir toutes ces capacités pour un peu... Alors bien sûr, c'est pas que je fais pas confiance à la médecine. Non, il y a des très bons médecins. Le problème est que quand on est au potentiel, on a besoin de tout savoir et de tout gérer. Et comme on sait qu'on est intelligent, on a ce besoin constant de tout gérer. Voilà. C'est-à-dire que s'il nous arrive un problème, de dire je sais où trouver ça, je sais quoi appeler, je sais quoi faire. Si je m'étouffe, je sais quoi faire. Moi, ça m'est beaucoup arrivé quand je prenais les avions et ça me faisait extrêmement rire. J'avais ce besoin de savoir comment l'avion il marchait. Si l'avion il crache, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, je peux pas donner ma vie déjà au pilote. Bon, ça c'est... Il y a plein de gens qui ont ça, mais moi, c'est un besoin de savoir comment les réacteurs ils marchent. Si ça explose, où il faut que je me mette. Donc, je me réfléchissais dans ma tête où je vais me mettre si ça explose. Et mais c'est extrêmement difficile. Je peux pas être pilote, biologiste, médecin, et ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile. Mais les hauts potentiels, c'est ça. Tu vas dans un avion et je culpabilisais en me disant, mais t'es incapable de savoir comment un avion il fonctionne, c'est pas normal, tu devrais. Mais en fait, tu devrais savoir être dentiste, médecin, non, je peux pas. J'aimerais bien, mais pour dire que voilà, le haut potentiel, il a un besoin constant de tout savoir, mais de tout savoir. Pas pour être le meilleur, mais c'est dans le cerveau, il a besoin de tout savoir et de tout gérer. S'il y a un problème et que je peux pas gérer, mais je vais culpabiliser en me disant, t'es incapable de savoir ça, t'aurais dû le savoir. Donc ouais, on se fout beaucoup la pression. Je trouve que c'est magnifique, mais d'un autre côté, ouais, c'est très difficile à gérer. Et quand on va au médecin, c'est pareil, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut tout expliquer. Et moi, je culpabilise de ne pas moi-même être médecin et de ne pas pouvoir moi-même m'ausculter ou d'avoir, par exemple, un labo chez moi et pouvoir moi-même faire mes prises de sang. C'est quelque chose que en tout cas, moi-même ou les HPI, je pense, rêverait quoi. Voilà, et c'est quelque chose qui est clairement un peu impossible à part si toutes les années on change, mais c'est quelque chose. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura aidé. C'était mon expérience aussi personnelle par rapport à moi, puisqu'évidemment les HPI, il y en a plein avec des capacités différentes. Donc si vous êtes HPI ou pas, ou si votre enfant est HPI, mettez-moi dans les commentaires si, en expliquant le pourquoi vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, ou si votre enfant a d'autres capacités, ou s'il y a des choses que j'ai dit qui vous semblent un peu fausses, ou pas forcément, que vous n'avez pas forcément vécu ça. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!